Bonjour à tous, je vais vous parler pendant quelques minutes du mirage de l'appauvrissement de la langue française. J'emploie ce terme de mirage, c'est pas uniquement pour rentrer dans le cadre de ces journées arts et sciences, mais parce que je pense sincèrement que cette impression que nous avons tous à divers niveaux de délitement de la langue française est en fait une illusion, et je vais essayer humblement de vous en expliquer les raisons. Alors bien sûr, nous sommes tous attachés à la langue française, nous aimons ses sonorités, ses intonations, nous aimons ce qu'en font les vieux au bistrot du village et les vendeurs de légumes au marché, ce qu'en ont fait les écrivains et les poètes au fil des siècles. Nous aimons les chansons françaises, les jurons français, les proverbes français et la littérature française. Les dictées, les exercices du bled, les tableaux de conjugaison et les règles d'exception apprises par cœur nous ont fait souffrir à l'école primaire et au-delà, mais n'ont pas entaché la tendresse et l'attachement que nous ressentons pour ce patrimoine linguistique et littéraire. La langue française, c'est notre monument national, c'est notre cathédrale. Et à l'instar de la cathédrale parisienne, beaucoup d'entre nous ont l'impression de voir brûler ce monument qu'ils aiment tant. C'est un constat quasi unanime chez les plus de 40 ans, les jeunes ne savent plus parler français. Au-delà des barrières sociales ou idéologiques, les personnes les plus opposées en tout se rejoignent sur un point, la langue de nos ancêtres est en danger. Le pilier de comptoir et l'intellectuel en vue noient main dans la main leur chagrin, le subjonctif imparfait n'est plus, l'accent circonflexe est en péril, et même mon médecin fait des fautes sur son ordonnance. Les personnes les plus progressistes qui ont lutté toute leur vie pour les grandes évolutions sociétales et contre les conservatismes de tout poil le déplorent. Moi, de mon temps, on avait du respect pour la langue française. Ce cri s'accompagne souvent d'un vague sentiment de baisse généralisée du niveau culturel, voire intellectuel, de la population, parfois étayé par des études plus ou moins sérieuses. Les gens se sont rués sur une étude norvégienne de 2018 qui voyait une baisse générale du QI pour envoyer de grands Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mais d'autres chercheurs, plus rigoureux, comme le chercheur en sciences cognitives Franck Ramus, pensent au contraire que nous sommes de plus en plus intelligents. Cette impression de mésusage de la langue se mêle également souvent à la crainte d'une dissolution de la langue dans l'anglais, de plus en plus présent dans le discours des médias, des jeunes, mais aussi des politiques. L'anglais, nouvelle lingua franca, et bientôt langue unique mondiale peut-être. Nous allons donc tenter humblement d'étudier ce mirage français d'une langue perpétuellement menacée, d'une cathédrale en flammes éternelles. Cette impression est loin d'être une exclusivité du XXIe siècle, ni du XXe. Ce n'est pas non plus une exception française. Je vous épargne les exemples habituellement cités par les linguistes dans ce contexte parce que certains sont fantaisistes. On trouve par exemple des citations d'auteurs latins inexistants. Mais on trouve au moins, depuis le XVIIe siècle, des auteurs qui déplorent une certaine divergence entre la langue littéraire et la langue populaire, bourgeoise ou rurale. C'est même ce qui a provoqué la création de l'Académie française, et ce qui a poussé Vaugelas à publier des grammaires et à parler du bel usage de la langue. On sentait déjà la langue en danger au XVIIe siècle, et le besoin se faisait sentir d'encadrer l'usage de la langue par des règles strictes. La langue était en voie de cathédralisation. Alors bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant qu'une langue est un processus évolutif et non un état figé. Les gens aiment beaucoup parler de leur admiration pour François Villon. Alors en voici quelques vers. Je vous laisse les découvrir. Par peur du ridicule, je ne vais pas vous les lire. On sent bien que c'est du français, mais si Tonton se mettait à parler comme ça, on craindra un AVC. Et même les auteurs du XVIe siècle sont difficiles à lire pour nous. Nous lisons généralement Rabelais ou Montaigne dans des versions modernisées, qu'on appelle parfois des translations. Et les anglophones ne l'admettent pas facilement, mais ils comprennent Shakespeare avec difficulté. Certains Anglais à l'aise en français préfèrent assister à des représentations françaises des œuvres de Shakespeare parce qu'ils comprennent mieux. Quand nous parlons du mois d'août, parfois prononcé simplement ou, nous avons rarement conscience que ce mot était à l'origine Augustus. Le temps rabote la fin des mots, adoucit les consonnes, fait dériver les voyelles. Les périodes de famine, de guerre ou d'épidémie voient la langue évoluer rapidement. La bonne prononciation est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Les grandes épidémies du XIVe siècle ont précipité le passage de l'ancien au moyen français.
on ne prononce plus la fin des mots, les déclinaisons héritées du latin disparaissent et les mots prennent la place qu'on leur connaît dans la phrase. Les langues évoluent donc en permanence, mais ce processus se heurte donc depuis quelques siècles à un phénomène de résistance, à une tentative de graver dans le marbre les règles et l'usage de la langue, à stopper ou freiner son évolution, à la cathédraliser. C'était un phénomène conscient et intentionnel au XVIIe siècle, mais d'autres exemples de ce phénomène, à d'autres époques, sont également parlants. Panini, un grammairien de l'Inde antique, a rédigé une grammaire du sanskrit, comme vous le savez, une langue indo-européenne, donc comme l'irlandais, le russe ou le berrichon. Il a rédigé cette grammaire en utilisant des méthodes étonnamment modernes. Il voulait rédiger une grammaire descriptive, mais son succès en a fait un ouvrage prescriptif, ce qui a figé le sanskrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le sanskrit subsiste de nos jours sous forme de langue liturgique et n'a pas évolué depuis 2500 ans. Le sanskrit s'est cathédralisé. Faut-il faire la même chose avec le français? Le problème est que, et c'est sans doute le point le plus polémique de mon intervention, la cathédrale du français est assez bancale, tortueuse et biscornue. C'est plus une espèce de palais idéal du facteur cheval. On s'y perd facilement. On n'entre pas sans un jeu de clés lourd et encombrant. Et on ne s'y dirige pas sans avoir appris par cœur un plan complexe. Seuls quelques-uns s'y sentent à l'aise et regardent ceux qui s'y perdent avec dédain et condescendance. La langue française est un outil merveilleux pour véhiculer notre pensée, mais sa notation écrite est défaillante. Sur ce point, je vous conseille l'excellente intervention TEDx de Arnaud Heut et Jérôme Piron, La faute de l'orthographe. Certaines langues ont pour principe une lettre égale un son. C'est presque le cas par exemple pour l'italien, l'espagnol ou l'allemand. On a du mal à l'imaginer, mais dans beaucoup de langues, il est quasiment impossible de faire une faute d'orthographe. La notation du français, comme de l'anglais, est un système cauchemardesque. À l'école primaire, les enfants français, comme les enfants anglais, doivent passer par l'apprentissage des 23 245 façons différentes d'écrire le son O ou le son E ou autre. Et c'est ce système que nous érigeons en modèle de pureté linguistique. La véhémence du mouvement de cathédralisation de la langue peut paraître surprenante dans ce contexte. Pourquoi ne pas simplifier l'écrit comme l'ont fait d'autres langues, comme l'italien par exemple? Les tentatives de réforme de l'orthographe se heurtent systématiquement à des armées d'intellectuels hurlant à l'assassinat de Molière, Molière qui écrivait pourtant orthographe comme ceci, ou le misanthrope comme cela. L'orthographe ne s'est fixée que récemment, mais a eu, dès son inscription dans le marbre, toutes les peines du monde à évoluer. La dernière grande réforme date de 1835, date à laquelle on a commencé à écrire le français de cette façon, et non plus de cette façon. On a commencé à écrire les parents comme ceci, et non comme cela, comme on le faisait avant. Alors, messieurs qui préféraient périr par le feu plutôt que de voir l'accent circonflexe disparaître sur le mot disparaître, faut-il également revenir sur cette malheureuse réforme de 1835 et retrouver la véritable et pure orthographe des dents, par exemple? Alors, je suis encore moins sociologue que linguiste, mais il paraît évident, et c'est le constat que tous les observateurs font, que c'est dans la langue que s'exprime le conservatisme le plus sournois des élites. Pour que les élites le restent, il convient de faire en sorte que la langue soit difficilement accessible, que la cathédrale soit tortueuse. J'ose croire que ce n'est que rarement un phénomène conscient. La plupart du temps, il ne s'agit que d'une conséquence malheureuse de cet attachement tout à fait légitime au patrimoine littéraire et linguistique de notre pays. Le même phénomène se produit en Angleterre. Pour faire réagir les gens sur les réseaux sociaux, rien de tel que d'employer who pour whom ou inversement. Vous le savez, on ne devrait pas dire who do you believe, mais whom do you believe. Whom est objet et who est sujet. C'est l'arme préférée des grammar nazis du net. Pourtant, c'est un archaïsme, une trace des lointaines déclinaisons de l'ancien anglais, imposée par une grammaire en vogue au XIXe siècle. Sans cette grammaire prescriptive, l'usage se serait naturellement débarrassé de cette lourdeur inutile en anglais. Les exemples ne manquent pas en français non plus. Je vous passe l'histoire du nénuphar et de son pH incongru,
qu'on nous sert d'habitude dans ce contexte. Vous avez sans doute déjà entendu que les mots amour, délice et orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Vous savez, c'est le vers paradis des amours enfantines de Baudelaire, un super poème d'ailleurs, ou le écoute les orgues, elle joue pour toi de Gainsbourg. Des générations d'écoliers ont retenu cette règle. Or, elle ne repose sur rien, elle n'a aucune raison d'être, elle va à l'encontre de l'usage et du bon sens. C'est juste une coquetterie de poète romantique. Et de façon assez évidente, il semble que son application et son intégration dans les grammaires d'une certaine époque ne tiennent qu'à une volonté étrange de complexifier la langue contre le cours naturel des choses. La célèbre dictée de Mérimée contient également quelques exemples assez savoureux de ce phénomène. Elle a été écrite et dictée en 1857 par Prosper Mérimée à la demande de l'impératrice Eugénie pour distraire la cour. Napoléon le Petit aurait fait 75 fautes, l'impératrice 62 et Alexandre Dumas fils 24. Alors voici la dernière phrase que je vous dicte. À cet événement, virgule, saisissant son goupillon, virgule, ridicule excédent de bagages, virgule, il l'a poursuivi dans l'église tout entière. Voilà, alors vous avez fait a priori au moins 3 fautes. Événement, excédent, parce que le participe s'écrit ANT mais le substantif ENT, et tout entière. Il y a sans doute pas grand monde pour se moquer. Le mot événement, jusqu'à ce que la réforme de 1990 nous autorise à mettre un accent grave, s'écrivait avec 2 accents aigus. Les grammaires étaient catégoriques et les instituteurs implacables. Il a dû se donner de nombreux coups de baguette sur les doigts des pauvres écoliers qui ignoraient cette règle magnifique de notre glorieuse langue française. On met 2 accents aigus à événement. Pourtant, et l'Académie française a fini par le reconnaître, il n'y a aucune raison de chapeauter cet innocent E d'un accent autre que grave. L'étymologie est la même que le mot avènement, et la prononciation est assez claire. Pourtant, vous pouvez faire le test, les correcteurs orthographiques continuent de proposer, par défaut, les 2 accents aigus, chers à l'auteur de Carmen. Alors, quant au dernier mot de la dictée, ils sont sans doute là pour que le dicteur, qu'on pourrait presque nommer un dictateur, voit avec une délectation sadique les dictants tomber dans un des pièges les plus vicieux de la langue française. Tout entière s'écrit tout T-O-U-T. Rien de plus normal, c'est un adverbe. Les adverbes sont invariables, tout le monde le sait, c'est à peu près la seule règle sympathique du français. Mais alors, faut-il dire, elles sont tout nues? Non. Dans ce cas-là, l'adverbe s'accorde en genre et en nombre. Elles sont toutes nues. Mais alors, on écrit tout entière avec un E? Non. Avant une voyelle ou un H muet, pas d'accord. Nous aimons tous la langue française, mais force est de reconnaître que beaucoup des règles de son orthographe, de sa grammaire et de sa conjugaison sont inutilement complexes, pesantes, et ne servent qu'à flatter l'ego des élites littéraires et maintiennent artificiellement un hiatus culturel déplorable. Comme le disent Arnaud Euth et Jérôme Piron, si l'on pense qu'il est possible de considérer que ce système est beau, alors il faut également accepter que certaines personnes puissent considérer que ce système est laid. Alors moi qui suis traducteur et correcteur, je trouve ce système absolument fabuleux, parce que c'est cette complexité qui rend mon métier indispensable et me permet donc de gagner de l'argent. Mais c'est une autre histoire. Ainsi, on observe 2 mouvements contradictoires, 2 forces opposées. Un mouvement naturel d'évolution de la langue, qui tendrait vers une simplification de son écrit, si on le laissait faire, et un mouvement conservateur, nostalgique, d'un état hypothétique de perfection originelle, peut-être situé dans un XVIIe siècle fantasmé, et qui tend à cathédraliser la langue. J'ai souvent entendu les conservateurs invoquer Orwell, trouvant pour une fois la science-fiction digne d'intérêt. Cette complexité de la langue serait le véhicule d'une pensée subtile, littéraire et raffinée. La langue utilisée par les jeunes d'aujourd'hui, à l'instar de la langue simplifiée imposée par la dictature de Big Brother, dans 1984, ne permet pas une telle élévation de la pensée vers des sphères de toute façon
inaccessible au commun. On ne sait d'ailleurs pas vraiment si c'est la pensée grossière des nouvelles générations qui a pour conséquence une langue appauvrie, ou si c'est au contraire cette langue décadente qui atrophie les méninges. L'orthographe, c'est au mieux un exercice intellectuel divertissant, au pire un moyen de conserver un hiatus social destructeur pour ceux qui sont exclus du cercle des initiés. Ce n'est en aucun cas un instrument permettant de véhiculer la finesse de la pensée ou autre fantasme. C'est l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle le langage conditionne nos représentations mentales. Cette hypothèse n'a jamais été démontrée. Elle est la plupart du temps décriée et rejetée comme trop simpliste. Elle est séduisante, surtout sous la plume d'Orwell ou de Philippe K. Dick, mais elle ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs, il paraît dans tous les cas difficile de voir le foisonnement culturel et linguistique actuel comme un appauvrissement de la langue, sans une bonne couche de mauvaise foi. Je veux ici formuler une hypothèse. Les années rendent la compréhension du monde qui nous entoure, de ses codes et de son langage, de plus en plus difficile, et nous poussent à nous raccrocher à un état du monde plus ou moins fantasmé, vécu comme un âge d'or, et posé comme un modèle dont s'éloignent de plus en plus les jeunes générations. Les chercheurs l'ont démontré, plus on avance en âge, plus l'apprentissage d'une langue étrangère est difficile. Il est presque impossible de parler sans accent une langue apprise après l'âge de 15 ans, et ce n'est pas Jane Birkin qui dira le contraire. Alors Teresa, qui organise ses journées Arts et Sciences et parle environ 97 langues mieux que les natifs, pourrait peut-être dire le contraire, mais elle n'a pas la parole pour le moment. La langue ne s'appauvrit pas. Nous avons tout simplement de plus en plus de mal à la comprendre. Mais vous allez me dire, et l'anglais, et les réseaux sociaux, le langage SMS, c'est pas de l'appauvrissement, ça? Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, certes, mais surtout Victor Hugo envoyé des MDR. Certains linguistes ont démontré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un appauvrissement de la langue, mais une forme d'expression qui se développe en parallèle d'une utilisation plus classique de la langue. Or, on sait également que le bilinguisme est un avantage sur le plan cognitif. Certes, il ne s'agit pas d'un véritable bilinguisme, mais la multiplication des usages peut difficilement être interprétée comme un appauvrissement. Comme si posséder des dollars en plus des euros dans mon portefeuille me rendait plus pauvre. Encore une fois, rien de nouveau. En URSS, des voix se sont élevées très tôt, après la révolution de 1917, pour imputer à cette révolution le délitement de la langue russe chez les jeunes. Un linguiste, Evgeny Polivanov, qui sera exécuté lors des grandes purges staliniennes en 1938, explique dans ses ouvrages que les nouveaux usages correspondent plus à des variations stylistiques et sociales, des ajouts plus qu'une dégradation. C'est la même chose qui se passe, il me semble, de nos jours. Le mot liker ne s'est pas substitué au mot aimer en français, mais il s'ajoute à celui-ci et il vient combler un manque terminologique de notre langue. C'est l'idée qui est défendue par d'autres linguistes, comme Laïlia Véron et Maria Candéa, autrices d'ouvrages très intéressants et d'interventions sur différents canaux sur le sujet, et qui combattent également l'idée que le français serait en perte de vitesse, mettant en avant le fait qu'il y a de plus en plus de locuteurs du français dans le monde. Ainsi, s'il est un message que j'ai envie d'adresser aux vieux schnock de tout crin, qui s'offusque, qui râle, qui apostrophe, qui corrige, qui disserte et qui nostalgise, c'est le suivant. Nous vous comprenons, parce que nous sommes un peu comme vous. Moi aussi je préfère Molière aux anges de la télé-réalité, et Barbara à Aya Nakamura. Je dois combattre en permanence cette impression sournoise que nous plongeons tête la première dans les marais fétides de la sous-culture, laissant derrière nous les charmes éthérés des chants d'antan. Pourtant je parviens encore, au prix d'un effort intellectuel de plus en plus intense, à chaque anniversaire, à garder à l'esprit que la culture à notre époque n'a jamais été aussi riche et protéiforme, et que nous ne gardons des auteurs passés que la crème. Le temps faisant son ouvrage, nous nous délestons du poids de tous les auteurs médiocres, mesquins, racistes, haineux, ou presque, on en révère encore quelques-uns parce qu'ils avaient un bon style, apparemment. Et nous ne gardons que les esprits de lumière, nos guides dans ce labyrinthe obscur de l'existence. Accepter l'évolution, y voir un progrès, et avoir conscience
de nos propres mesquineries intellectuelles demande un effort plus important que la dénonciation facile des nouveaux usages. J'aurai toujours plus de respect pour un Edgar Morin qui, en 1963, invente le terme yéyé dans un article du Monde, célèbre cet hymne à la vie et envoie dans les cordes les grincheux qui vocifèrent contre les jeunes qui s'amusent au golfe de Rouault. J'aurais donc plus de respect pour Edgar Morin que pour Platon, qui, premier d'une longue série d'intellectuels conservateurs, vitupère contre les jeunes de maintenant qui ne respectent plus rien. Le langage est une incarnation particulièrement clivante de cette opposition idéologique, et le camp des conservateurs me semble indûment disproportionné. La langue ne s'appauvrit pas, elle évolue. La cathédrale ne brûle pas, elle n'a jamais existé.